on m'a laissé le choix de la langue. J'aurais souhaité qu'on me demande de faire mon exposé en italien, mais ça n'a pas été le cas. Si je devais vous dire quelques mots en néerlandais ou en anglais, on perdrait du temps et je n'ai qu'une demi-heure. Alors je vous dirai bonjour, hello, goeiemorgen, et pour le trilinguisme, je m'arrêterai là. Vous êtes pour la plupart des jeunes thésards dont j'espère que vous êtes animés par l'utopie des droits de l'homme. Moi, je suis un vieux magistrat périmé et fatalement, dans mon exposé, il y aura beaucoup de nostalgie. Mais vous me direz peut-être que je me trompe, je l'espère. Mais je vais quand même vous faire part de mon désarroi devant ce que deviennent les droits de l'homme aujourd'hui. Alors, puisque j'ai parlé de nostalgie, je vais faire quand même une rétrospective de ce qu'a vécu ma génération. C'est un peu mon autobiographie dont je vais vous parler. Alors moi, je suis encore assez vieux pour avoir connu l'époque où on ne pouvait pas sortir de la loi écrite. Dura lex sed lex, et tant pis si la loi est injuste. Et puis nous avons vu arriver ces arrêts de la Cour européenne qui ont complètement changé notre mentalité. Je prendrai l'arrêt Golder, que vous connaissez. La question était de savoir si le droit à un procès équitable, c'était le droit d'être bien traité une fois qu'on est arrivé devant son juge, ou bien si on a le droit d'arriver devant son juge. Et vous connaissez les opinions dissidentes de la minorité, ce positivisme rétrograde défendu par le juge Fitzmaurice, dans des termes tout à fait cinglants, qui disait « ce n'est pas ce que dit l'article 6, peut-être devrait-il le dire ». Mais tant qu'il ne le dit pas, nous ne pouvons pas lui faire dire autre chose que le droit d'être traité équitablement une fois qu'on est arrivé devant le juge. Et puis, la majorité va dire non, ce n'est pas ça. Ça n'a pas de sens de dire que vous avez droit à un procès équitable ou contradictoire si on ne vous donne pas au moins le moyen d'y arriver. Ça a été le point de départ, en tout cas dans ma culture, de cette interprétation téléologique, constitutive, dynamique de la Cour européenne. Puis quelques années plus tard arrive un autre problème, l'arrêt Herrey contre Irlande, que vous connaissez certainement aussi, où là c'est une dame qui veut divorcer, bien, et qu'elle soit irlandaise, et elle s'aperçoit qu'elle n'a pas d'avocat qu'elle puisse payer. Alors la question qui se pose ici est différente. Est-ce que le droit d'accès à un juge implique le droit de pouvoir y venir, même si on est pauvre? Est-ce qu'on n'entre pas dans le secteur des droits économiques et sociaux ignorés par la Convention européenne? Et là aussi, vous allez avoir cette extraordinaire créativité de la Cour qui va dire les droits civils et politiques, ça n'a pas de sens si on n'a pas les facultés économiques de les exercer. Et la Cour va dire, vous savez, entre les droits économiques et sociaux et les autres, il n'y a pas une cloison étanche. Si, il y en a une, mais la Cour va la battre. Et on va reconnaître que l'article 6 implique qu'une certaine aide juridique soit garantie dans les pays. Et puis, j'ai vu arriver quelques années plus tard l'autre transsubstantiation, c'est comme ça que je l'appelle, du protocole numéro 1, quand la Cour européenne va dire, écoutez, vous réclamez le droit à une prestation sociale. Rien de social dans la Convention. Mais il y a ce fameux protocole numéro 1. Alors, vous savez que les travaux préparatoires révèlent qu'on ne voulait en aucun cas qu'il y ait un droit économique tel que le droit de propriété dans la Convention. On l'a relégué dans un protocole et on l'appelle le droit au respect des biens. Et certains ont même dit qu'on l'a inscrit là-bas surtout pour prévoir l'exception en matière de l'expropriation fiscale, j'appellerais comme ça. Alors on a pensé longtemps que c'était une sorte de décalque de notre article 544 du Code civil. Le droit de propriété, c'est la propriété acquise. On sait aujourd'hui, par les travaux préparatoires du Code civil, que si l'article 544 est si fort, le droit de jouir de la manière la plus absolue, c'est surtout parce qu'on voulait protéger ceux qui, après la Révolution, s'étaient emparés des biens de l'Église et des biens d'État et ne voulaient pas les rendre. Donc c'est un article qui ne vaut que pour la propriété acquise, immobilière et éventuellement mobilière. Et puis voilà la Cour qui dit le droit à une prestation sociale, c'est un droit qui bénéficie du respect des biens, article 1er du premier protocole. Elle va le dire dans l'arrêt Poiré, elle va le dire dans l'arrêt Gaïgouzou, dans l'arrêt Steck. Ça, c'est encore une fois une sorte de détournement de sens, mais pour le bon motif que la Cour donne à une disposition. Dans la Cour à laquelle j'ai appartenu, tout le monde n'était pas enchanté de cette évolution.
Mais ce qu'il y avait de formidable, c'est que quand on pouvait dire, disons, à la partie réactionnaire de la Cour de Strasbourg l'a dit, ça faisait taire, même si ça créait parfois des ulcères, ça faisait taire les opposants. Donc voilà, moi j'ai vraiment connu cette montée vers plus de droits, plus de liberté. Et puis nous avons eu en Belgique quand même l'article 23 de la Constitution où on a mis une sorte de surplomb de tous les droits économiques, sociaux, culturels avec le respect de la dignité humaine. Et enfin, dernière production de cette montée vers plus de droits, même ma Cour a garanti, a inventé, ou en tout cas a respecté jusqu'à un certain point, le principe de standstill. Donc, c'était vraiment la promesse d'un avenir radieux pour les droits de l'homme, ou bien peut-être est-ce une bouteille à la mer, où on disait, écoutez, on a atteint un certain niveau, ne revenez pas en arrière, mais on ne vous garantit pas que ça continuera à aller mieux. Et puis, il a fallu commencer à déchanter. En 2008, je prends des arrêts parce que c'est plus facile, la Cour européenne va rendre son arrêt dans l'affaire Darren Omoregie. Alors c'est un Nigérian qui vit en Norvège, qui a épousé une Norvégienne, qui a un enfant norvégien, et on va lui refuser le regroupement familial. Pourquoi? Parce qu'on va exhumer de l'article 10 de la Convention, pardon, de l'article 8 de la Convention, le deuxième alinéa qui permet des restrictions au respect de la vie privée et familiale, motivé notamment par cette formule qui avait longtemps dormi sans qu'on sache ce qu'elle voulait dire, le bien-être, le respect du bien-être économique de la nation. Alors voilà un renversement extraordinaire. Les arrêts dont je vous ai parlé tout à l'heure, le droit des droits de l'homme, s'immiscer dans le domaine des droits économiques et politiques, pardon, dans le droit économique et sociaux, pour mieux garantir les droits fondamentaux. Ici, c'est le contraire. C'est l'économie qui va s'insérer dans les droits fondamentaux pour les réduire. C'est un arrêt, il y en a eu d'autres plus tard qui ont été, disons, plus sympathiques. Mais c'est un arrêt qui, pour moi, a marqué un tournant désolant. Rappelez-vous que depuis l'arrêt Marx, et avec la Convention des droits de l'enfant, nous avions appris que l'enfant n'est pas la conséquence de la situation juridique des parents. Ça a été un arrêt d'une fécondité extraordinaire qui a permis à la Cour constitutionnelle italienne et puis belge de dire que l'enfant n'est pas porteur des fautes qui ont présidé à sa conception. Et vous savez qu'on est allé jusqu'à dire que l'enfant incestueux a droit à faire reconnaître sa filiation. Donc pour moi, c'était un progrès considérable. Et voilà, alors qu'on a mis des décennies à se débarrasser de la notion d'enfant illégitime, voilà qu'apparaît un nouveau type d'enfant, l'enfant illégal. En gros, on dit aux gens, vous êtes venus dans mon pays et vous y avez fait des enfants exprès pour bénéficier de nos protections sociales, partez. Et dans l'arrêt Darren, on va dire, ce n'est pas un problème pour votre vie familiale. Vous, Madame Darren, vous avez beau être norvégienne, mais vous pouvez aller de temps en temps au Nigeria pour que l'enfant puisse fréquenter son père. Donc c'est une sorte de cynisme qui va à rebours de tout ce qu'on avait dit jusque-là sur les droits de l'enfant. Il y a une sorte de procréation culpeuse qui apparaît, et ça, c'est l'arrêt Darren Omoregie. J'ai eu quelques années plus tard un petit sursaut d'optimisme quand on a vu la Cour de Luxembourg, celle-là, dans son arrêt Ruiz-Zambrano, que vous connaissez, où là aussi il s'agissait de deux enfants, de Colombiens, qui étaient venus en Belgique, mais qui étaient belges. Et voilà que la Cour va dire, écoutez, j'abandonne mon critère d'avoir circulé, ce que j'ai appelé la fascination de la bougeotte. Donc même les sédentaires ont des droits fondamentaux parce qu'ils sont des citoyens européens. Donc c'était la mutation extraordinaire. On passait d'un traité économique à un traité de citoyenneté de droits fondamentaux. Mais vous savez que cet arrêt Ruiz-Zambrano n'a pas eu la postérité qu'on attendait. Donc on s'est empressé. D'abord on a dit, vous ouvrez la boîte de Pandore. Alors là, si je peux vous dire un souvenir, que Pandore est probablement de toute la mythologie
la personne qu'on évoque le plus dans des délibérés de Cour suprême. Dès que vous avez quelqu'un qui a une idée un peu audacieuse, de Dose van Pandora, la boîte de Pandore. On en parle beaucoup plus de Pandore que de Thémis. Hein. Donc, alors évidemment, l'arrêt Zambrano n'a pas eu tellement de succès. La Cour s'est efforcée dans la suite d'en modérer l'échancrure, je crois, a écrit Thomas Bonbois, et Jean-Michel Carlier a écrit qu'on a givaroisé l'arrêt Ruiz-Zambrano. Et puis arrive une autre série d'arrêts dont j'ai écrit à suffisance combien il me faisait de la peine, c'est la fameuse expulsion des personnes gravement malades. Alors donc vous avez l'arrêt N au Royaume-Uni qui va dire l'article 3, interdiction des traitements inhumains et dégradants, c'est un article absolu, c'est un article indérogeable. Mais la Cour va inventer une conception quantitative du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. C'est ce fameux seuil de gravité. Et dans l'arrêt N Royaume-Uni, on va dire, écoutez, vous êtes malade, gravement, mais vous n'êtes pas à l'article de la mort. Par conséquent, on peut vous expulser parce que si on ne le faisait pas, ce serait une charge insupportable pour les finances du pays. Donc on va illustrer cette idée que l'Europe ne peut pas devenir le dispensaire du monde entier. C'est évidemment extrêmement triste. Et la doctrine, la bonne doctrine, celle de Jean-Pierre Marguenot, celle de Julien Laferrière, vont dire on a dévitalisé l'article 3, les préoccupations budgétaires l'emportent sur le respect de la dignité humaine, ce qui vous explique le titre un peu triste, j'en conviens, de mon exposé d'aujourd'hui. Et puis vous allez avoir plusieurs arrêts, dont un deuxième qui concerne la Belgique, hein, l'arrêt donc Yao École Mwangue, qui va dire la même chose. Mais sursaut, insurrection interne à la Cour, c'est un arrêt qui est rendu par 7 juges, et 6 d'entre eux vont faire une opinion qu'ils qualifient euphémistiquement de concordante, mais ils vont dire, mais nous ne sommes pas d'accord avec cet arrêt. Mais on est bien obligé de s'y rallier parce que la grande chambre l'a déjà dit. Pour moi, c'est un moment tout à fait extraordinaire de la fonction de juger. D'habitude, c'est la minorité qui se plaint. Ici, c'est la majorité qui se plaint de l'arrêt qu'elle vient de rendre. Alors on espérait, et ils espéraient, que la Cour allait changer, et puis arrive la suite et l'arrêt Joseph. Et vous savez que l'arrêt Joseph contre Belgique va dire la même chose dans une situation encore plus dramatique. Voilà une dame qui est gravement atteinte, qui a 3 enfants en bas âge, et la Cour dit froidement, non, il est fort probable qu'elle va mourir, les enfants seront livrés à eux-mêmes, mais on n'a pas atteint le seuil de gravité. Mais alors il y a, dans cet arrêt Joseph, une lueur d'espoir. C'est qu'il y a l'opinion dissidente de la juge irlandaise, mais je crois qu'elle prêche dans le désert, et puis il y a l'opinion du juge belge. Alors, excuse-moi Paul, je ne savais pas que, je croyais que comme super vedette, tu ne viendrais qu'à la fin de l'après-midi et que je pourrais parler librement de ton opinion dissidente, mais enfin tu es là, excuse-moi. Alors moi j'ai évidemment publié cette opinion dissidente, je l'ai encensée dans la JLMB et j'ai dit, l'Europe peut continuer à céder aux pressions budgétaires, aux pressions économiques. Mais heureusement, nous avons l'article 53, ce que dit M. Lemens dans son opinion dissidente, qui nous permet de dire que chez nous, on va être plus protecteur que ce que exige la Convention européenne, en tout cas l'interprétation de la Cour. L'article 53 est un des articles que je préfère au monde. La Cour à laquelle j'appartenais l'a appliqué à plusieurs reprises. J'ai écrit un texte là-dessus et je me disais, tant qu'on l'a, on peut concevoir que la Cour européenne, qui a 47 États maintenant, dont certains n'ont jamais connu la démocratie, dont certains ne la connaissent pas tout à fait encore, donc on peut considérer que là, il y ait une jurisprudence qui ne puisse pas être aussi humaniste que la nôtre. Mais tant que nous avons l'article 53, qui a son équivalent dans la Charte d'ailleurs, eh bien là, nous sommes sauvés. Et ça a eu un certain effet. Parce que vous savez qu'en Belgique, la doctrine se divisait sur le point de savoir si, quand on applique notre loi interne, c'est-à-dire l'article 9 ter de la loi sur les étrangers, qui permet d'accueillir des étrangers pour des raisons médicales graves, alors certains disaient non, l'article 9 ter doit être interprété comme Strasbourg a interprété l'article 3 de la Convention.
les chambres du Conseil d'État étaient divisées sur le sujet. Les chambres francophones étaient, je dirais, rétrogrades, et les chambres flamandes étaient progressistes. Et vous avez probablement vu que récemment, 2 arrêts rendus en chambre réunie, je pense, du Conseil du contentieux des étrangers, ont opté pour l'interprétation disant que 9 terres accordent une protection plus large que la jurisprudence N contre le Royaume-Uni. Donc là, je me disais, tant pis si l'Europe nous déçoit, il nous reste nos normes internes. Et puis, voilà que la Cour de justice de l'Union européenne rend son arrêt Meloni, 26 février 2013. C'est une question de mandat européen. Et l'Espagne a une législation qui est plus protectrice. Elle n'accepte de valider un mandat européen que si, quand il s'agit d'un jugement par défaut, le prévenu, le condamné, a eu l'occasion de faire opposition. Mais le tribunal espagnol se rend compte que c'est en opposition avec la décision cadre du mandat européen et pose une question à la Cour de justice. Et celle-ci, en chambre réunie, va dire, alors qu'on invoque devant elle l'article 53, les 2 articles 53, elle va dire, non, ça ne peut pas aller. On ne peut pas appliquer un standard de protection des droits fondamentaux plus fort, même si vous invoquez votre identité constitutionnelle, parce que ça porterait atteinte au principe de la primauté du droit de l'Union. Et c'est alors là que la déception est grande, dans la doctrine, parce que, grâce à l'article 53, nous savions que l'uniformisation du droit européen, ce ne serait pas le plus petit dénominateur commun qui devrait toujours l'emporter, puisque nous avions la possibilité d'aller plus haut dans la protection des droits fondamentaux. Mais la Cour européenne de Luxembourg, et ce qui est effrayant, c'est que de plus en plus, le droit communautaire s'empare de questions qui touchent aux droits fondamentaux, que ce soit la directive retour, que ce soit le regroupement familial, que ce soit le mandat d'arrêt européen. Et voilà qu'elle nous impose la primauté et l'uniformité du droit européen. Alors moi, si je peux me permettre une opinion, je peux comprendre que tant que le traité de l'Union européenne concernait des droits économiques, je peux comprendre que dans le droit de la concurrence, par exemple, on ne peut pas admettre qu'un pays fasse cavalier seul. Mais qu'on applique le même raisonnement lorsqu'il s'agit de droits individuels, de droits fondamentaux, comme le droit à un procès équitable, comme le droit au respect de la vie privée et familiale, qu'on nous impose, ou plutôt qu'on nous interdise d'être plus humanistes dans nos réglementations internes que ce que permet Luxembourg, c'est là que j'ai commencé à douter de la postérité des droits de l'homme. Et le pire, c'est ceci, c'est que la doctrine s'est dit, mais qu'est-ce qui explique que la Cour de Luxembourg ait eu cette attitude? Mais peut-être est-ce en raison de la spécificité du mandat d'arrêt européen, où c'est vrai que là, c'est des droits individuels, mais il y a aussi quand même un souci d'uniformité qui n'est pas mauvais. Et on pouvait penser que ce serait un arrêt d'espèce. Eh bien, pas du tout. Et vous avez sans doute vu que dans l'avis rendu par la Cour de Luxembourg sur le projet d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, un des motifs pour lesquels la Cour de Luxembourg s'aborde la possibilité d'adhésion, c'est qu'on ne respecte pas la primauté du droit européen, et on cite dans l'avis l'arrêt Meloni, dont je viens de vous dire tout le mal que j'en pense. Alors voilà pourquoi mon exposé, et le titre de mon exposé, est assez pessimiste. Il y avait moyen de faire autrement. Lisez les merveilleuses conclusions de la merveilleuse Madame Cocotte, qui, elle, trouvait très peu de choses à redire au projet d'adhésion de l'Union à l'Europe. Eh bien non, à la surprise générale, il y a eu une sorte de sursaut d'orgueil des juges de Luxembourg qui ne veulent pas se laisser dribbler par les juges de Strasbourg.
ils sont comme ça, les juges. Si vous savez, quand on a créé la Cour constitutionnelle, comme nous avons eu des problèmes, disons, parallèles avec la Cour de cassation, mais on les a réglés, enfin presque. En tout cas, on les a apaisés. Eh bien, pour Luxembourg, ce n'est pas le cas. Alors, je termine. Où en sommes-nous dans la prééminence du droit? Comme on a dit à Strasbourg, dans une formule que nous ne comprenons pas bien, nous latins, hein, c'est le rule of law ou c'est l'état de droit. Mais enfin, la Cour a donné une densité à cette notion. Et voilà maintenant qu'on y oppose la primauté du droit, qui est quand même essentiellement le droit des marchands, qu'on pratique à Luxembourg. Alors moi je crois que, et je vais faire une fin pessimiste pour vous permettre de réagir optimistement tout à l'heure, je crois qu'il faudrait, ne serait-ce que pour des raisons sémantiques, réécrire nos constitutions et nos traités. Parce que si les droits fondamentaux peuvent être écartés pour des raisons d'équilibre budgétaire ou pour des raisons économiques, alors il ne faut plus dire chacun a le droit de, toute personne a le droit de, nul ne peut être, qui sont des absolus, des choses absolues dans nos traités. Et rien que pour des raisons sémantiques, il faudrait réécrire cela. Parce que je crois que rien n'est plus grave pour une société d'avoir des droits fondamentaux, disons, déclamatoires, et d'avoir une pratique tout à fait dissidente. Alors évidemment, on nous dit ben, il faudrait écrire dans vos constitutions la règle d'or. Je me suis longtemps, pas opposé, mais enfin inquiété de cette prétention. Je crois que c'est vrai parce qu'elle est virtuellement inscrite. La jurisprudence dont je viens de vous parler en est la preuve. Mais peut-être ce serait-il plus clair de dire, d'inscrire l'équilibre budgétaire est désormais une norme fondamentale qui surplombe toutes les autres dans la Constitution, les autres devenant des petites libertés subalternes qui ne sont accordées que dans le respect des équilibres budgétaires. Et vous savez, c'est assez grave parce que la contamination de cette rétrogradation des droits fondamentaux a des conséquences partout, même en Belgique. Vous savez que nous avons une loi de 2011 qui traite du regroupement familial. Et vous savez que dans cette loi, on transpose une directive européenne en disant que ceux qui veulent se regrouper ici, ils doivent avoir un minimum de revenus. Et dans la loi belge, on va dire, oui, mais il y a une autre catégorie. C'est les Belges. Alors c'est extraordinaire. Vous savez que les avocates générales à Luxembourg luttent depuis des années pour qu'on garantisse l'interdiction de la discrimination à rebours. Elles ne l'ont pas fait, la Cour ne l'a pas encore fait. Et alors le législateur va dire, eh bien, pour les Belges, on va pouvoir être plus exigeant pour leur regroupement familial que pour les Européens. Sébastien van Drogenbroet, il y a quelques années, avait écrit il y a des Européens qui sont plus européens que certains autres. Désormais, il y a des Belges qui sont moins belges que certains autres. Et alors, si on veut voir quelle est la raison de cela dans les travaux préparatoires, c'est parce que, parmi les Belges, il y a beaucoup de naturalisés de fraîche date. Et vous avez un parlementaire qui dit, et parmi ces naturalisés, il y a beaucoup de Marocains. Et c'est eux qui veulent faire venir leur famille ici. Eh bien, on a considéré que pour cette raison, qui n'a rien à voir avec les droits fondamentaux, qui est purement économique, parce que ce qu'on invoque maintenant, c'est le maintien de notre système d'aide sociale. Donc c'est les systèmes qui ont des droits fondamentaux, ce n'est plus les individus. Et je dois bien dire que la Cour constitutionnelle n'a rien trouvé à redire à cette loi, mais je n'en dis pas plus. Donc voilà, faut-il écrire un nouveau surplomb qui est celui des contraintes budgétaires? Oh, c'est possible. Dans les États théocratiques, j'avais fait une petite recherche il y a quelques années, les constitutions, par exemple la constitution de l'État d'Iran, je suppose que ça n'a pas changé, elle garantit les droits de l'homme, mais dans le respect de la charia. Eh bien, c'est un peu la même théocratie que nous aurions ici si on avait la règle d'or. Entre parenthèses, la règle d'or, vous qui êtes pour la plupart louvanistes, vous savez ce que c'est. Dans la religion catholique, et même dans toutes les religions, la règle d'or, c'est celle qui dit « aimez-vous les uns les autres ». Alors le fait qu'on ait utilisé la formule règle d'or pour garantir l'équilibre de nos budgets, c'est quand même assez significatif. Donc voilà, je termine sur une note terriblement pessimiste, mais je le répète, c'est en espérant que vous allez réagir et que vous allez soit me dire que les droits de l'homme, vous n'en avez rien à cirer,
soit pour me dire que je me trompe et que les droits de l'homme vont revivre. Je vous attends.